amis, bon, on va se dire les choses, je profite en fait de cette critique Netflix, qui n'est un peu qu'un prétexte, pour vous parler un petit peu de mon absence qui a duré près d'un mois. Je sais, vous étiez en train de vous ouvrir les veines, faites pas ça. Non, plus sérieusement, voilà, pour tout vous dire, j'ai un boulot, comme beaucoup d'entre vous, qui me laisse assez peu de temps pour fabriquer mes petites vidéos. Et là, ça faisait un mois que je planchais sur une vidéo qui était assez importante pour moi, qui était consacrée à l'un de mes films préférés, Le Dernier Train du Katanga, comme je vous l'avais promis, et qui rentrait dans ma petite collection Un coup d'œil dans le rétro. Et il s'avère que je me suis senti pousser des ailes, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis avec YouTube, ou des droits d'auteur, et là, j'ai mis un peu trop d'extraits du film concerné dans ma vidéo, ce qui m'a valu, effectivement, d'être bloqué. Voilà, c'est des vidéos que je ne peux pas aujourd'hui mettre sur YouTube. Alors, voilà, ça m'a mis un petit coup au moral, je vais pas vous mentir. J'étais même à deux doigts de me dire, bon allez, j'arrête tout, ça me saoule. Bon, malgré tout, voilà, j'ai repris un peu mes esprits. Je vais travailler à un remontage de la première mouture qui sera pas aussi bon, c'est clair, parce que là, pour le coup, j'avais vraiment soigné la technique, et comme vous le savez, c'est pas exactement mon fort. Bref, je reviendrai avec une vidéo consacrée à ce film, parce que vraiment, voilà, pour moi, c'est important. Bref. Bon, on va quand même parler de ça, parce que, voilà, tant qu'on y est, j'ai vu ça hier soir, voilà, tranquillement, dans ma chambre. Quoi vous dire, donc c'est un film espagnol, de Luis Quilez, avec dans les rôles principaux Javier Gutiérrez et, excusez-moi, je regarde mon anti-sèche, Cara Elejalde, voilà, pour les deux acteurs principaux. Bon, pas grand chose à dire sur le réalisateur qui a fait 2-3 courts-métrages avant, enfin classique, rien de transcendant. Bon, parlons d'abord de cinéma espagnol, de genre, assez présent d'ailleurs sur Netflix. Bon, ça fait maintenant près de 30 ans que le cinéma espagnol vit un second souffle assez intéressant, notamment avec beaucoup de films consacrés au cinéma de genre, fantastique, thriller, c'est quand même les deux mamelles, on va dire, du cinéma espagnol de genre. Alors c'est un cinéma qui nous a offert de très bonnes choses. Là, depuis 10 ans, j'ai l'impression que ça ronronne un peu plus. Bon, enfin, les 20 premières années, les années 90 à 2010, ont été quand même très très riches. On donné naissance à des grands réalisateurs tout court, comme Amenábar. Là, depuis 10 ans, c'est effectivement, je trouve que ça ronronne un peu plus, même s'il y a de temps en temps quelques trucs intéressants. Alors, moi, le dernier en date qui m'est vraiment emballé, c'est le film Mon Fils, un thriller psychologique impitoyable, qui était de haute tenue et que j'ai vraiment apprécié. Alors, bon, je veux pas vous mentir, Froid Mortel n'est pas exactement la même fournée, on va dire. On va y revenir plus précisément. Mais pour rester sur le sujet du cinéma espagnol, et c'est d'ailleurs un esprit qu'on retrouve dans les séries espagnoles, dont certaines, beaucoup d'ailleurs, sont présentes sur Netflix, il y a vraiment un sentiment de liberté, d'audace. Ils n'ont plus aucun complexe vis-à-vis du cinéma de genre, voilà. Alors qu'en France, on continue à pas être à l'aise, parce que bon, le cinéma français a du mal à produire des œuvres de qualité, et puis le public ne va pas les voir, quoi, faut être honnête. Donc il y a toujours un côté un peu, voilà, je me suis invité à la fête, mais je suis pas légitime, donc on essaye en France de compenser, quand on fait du cinéma d'horreur ou fantastique de façon générale, on essaie de compenser avec des vannes du second degré, et ça ne passe pas, quoi. C'est un cinéma qui manque d'identité, même si de temps en temps il y a des bonnes surprises, mais c'est très très rare malheureusement. Bon, le cinéma espagnol ne se prend pas la tête, ils y vont carrément, quitte parfois même tutoyer les ridicules, mais on sent que voilà, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent, ils ont aucun complexe vis-à-vis du cinéma américain. Bon. Alors, Kezako, concernant ce Froid Mortel, effectivement, on est plutôt dans ce que j'appellerais, un film lambda. Voilà. C'est-à-dire que, comme l'eau du robinet, on est content qu'elle soit potable. Bah voilà, c'est un film tout juste potable, un 10 sur 20. Vous pouvez éventuellement trouver ça exceptionnel si vous venez de voir le film Ava, dont j'ai fait une petite chronique il y a pas longtemps, de sinistre mémoire. Donc forcément, on en est presque sur Netflix à essayer de trouver des films regardables, et c'est un peu triste. Bon, alors oui, Froid Mortel, c'est ça, c'est un film regardable, mais pas beaucoup plus. Alors, je vais vous faire le pitch. En gros, Martin est un policier qui intègre un nouveau commissariat, et sa première mission est un transfert de prisonniers. Voilà, dans un fourgon blindé prévu à cet effet. Un mystérieux agresseur va attaquer ce fourgon, tuer plusieurs de ses collègues. Voilà, je n'en dirai pas plus. Bon, comme je vous le disais, c'est un 10 sur 20.
qui recèle quelques qualités, mais qui sont quand même écrasées par les trop nombreux défauts. Alors d'abord, il y a peut-être le défaut de l'ambition. C'était un film qui aurait pu tout simplement subir un traitement très minimaliste à la John Carpenter, façon assaut, vous voyez, on a quand même une unité de lieu, bon, on reste pas dans le fourgon tout le film, je vous rassure, mais il y a une unité de lieu assez marquée, il y a effectivement un agresseur extérieur, bon, mais voilà, visiblement le scénariste a préféré empiler les couches, les rebondissements, le twist assez rapidement éventé d'ailleurs dans le film, qui oblige le scénario à multiplier les incohérences pour expliquer ce twist, enfin... Voilà, ça aurait pu être vraiment très sec, très simple, et c'est devenu bordélique et fumeux. Dommage. Bon, côté réalisation, c'est pas trop mal foutu. Il y a même des scènes assez stressantes, notamment quand le fourgon blindé menace de tomber dans les eaux glacées d'un lac. Ça, c'est assez stressant, voilà. Bon, bah, claustrophobie plus eau qui monte, voilà, égale frisson. Ça, c'est pas trop mal géré. Bon, voilà, c'est de ce côté-là, ça va, ça passe. Côté acteur, c'est bien aussi, voilà, faut pas se mentir, le casting est plutôt bon. Alors il y a des tronches que j'avais déjà vues dans d'autres choses. Bon, Javier Gutiérrez, lui, a joué notamment dans La Isla Minima, un thriller espagnol assez glauque et intéressant. Voilà, il tient bien son rôle de flic, un petit peu réservé et puis très règlement. Donc voilà, un comédien intéressant. Dans le film d'ailleurs, il y a par moments, je dis bien par moment, il a vraiment des faux airs d'Anthony Hopkins jeune, c'est assez troublant. Le casting des Tollard est plutôt pas mal aussi, avec notamment 2 comédiens qu'on vu dans une série espagnole qui s'appelle Permis de vivre, une série qui est pas trop mal. Voilà. Donc voilà, ce côté-là, rien à dire non plus. Donc à ce stade-là, on peut se dire bon bah c'est pas si mal tout ça. Le vrai problème, c'est quand même c'est très laid. Voilà. Et ça suinte les effets spéciaux numérique de qualité assez basse. Alors c'est assez terrible quand même, hein, ces histoires de CGI, parce que, bon, au départ, il faut quand même se souvenir, hein, l'initiateur de ce genre d'effets visuels, c'est James Cameron, bon, qui s'est servi de ce type d'effets spéciaux pour créer une créature qu'il n'était pas possible de créer autrement, le T-1000 dans son film Terminator 2. Derrière, Spielberg a récupéré un peu le bébé pour lui créer ses dinosaures, ce qui était également impossible à faire sans cette technologie. Donc voilà, cette technologie était nécessaire à ces réalisateurs. Bon, 30 ans après, c'est devenu un petit peu la solution de facilité du pauvre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'effets, ce qu'on appelle les practical effects, hein, donc des effets durs, hein, par exemple des vrais impacts de balles avec des poches de sang, c'est terminé. C'est-à-dire que dans 99% de la production, à exception faite de Tarantino peut-être, mais on a droit effectivement à des effets numériques qui fonctionnent pas en général, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont visibles. S'ils étaient invisibles, j'aurais rien à dire, mais ils sont visibles. On voit que ça sent le synthétique à plein nez, donc ça ne fonctionne pas. Mais c'est devenu la solution de facilité pour gagner beaucoup d'heures de tournage et du coup économiser de l'argent. Voilà, hein, plutôt que de faire des effets comme je vous disais, d'impact de balles, gérés à distance, qui vont foutre en l'air un costume, après il faut nettoyer la serpillière, le sang, enfin, imaginez, là, vous avez rien à faire, c'est bon coco, toi maintenant, enfin ça en post-production. Là, le film utilise surtout ce genre d'effet pour les impacts de balles sur les véhicules et surtout sur les vitres. Et alors là, au secours, quoi, c'est très très mal foutu. Voilà, on sent que les mecs étaient quand même à compter leurs frites pour se dire on va pas péter une vitre. Donc ça donne quelque chose d'assez grossier, c'est vraiment très mal fait. Ça me gêne, voilà. Alors au-delà de la qualité même de l'effet, ce qui me gêne, c'est que ça me sort du film, une fois de plus, quoi. Quand je suis dans ce genre de film, j'ai besoin d'y croire. Voilà, mon cerveau se met en suspension d'incrédulité, je commence quelque part, je me laisse aller, je commence à croire à ce que je suis en train de voir. Et puis bing, un effet spécial de merde arrive et ça me sort du film, voilà. Ça me sort du film, je dis ah bah oui, je suis bien devant un film en fait. Bon, c'est dommage, voilà. Quant au froid mortel hein, du titre, bah écoutez, il est totalement artificiel dans le film, hein, voilà. Bon, le film a été tourné en Espagne, j'imagine. Pas exactement l'endroit idéal pour trouver de la neige, donc la neige au sol, la neige qu'on aperçoit de temps en temps au sol, est complètement, voilà,
faite en CGI, là il y a de la fausse brume, ça donne un cachet vraiment quand même un peu téléfilm pourri à l'objet final, quoi. En plus, le film n'arrive jamais à retranscrire cette impression de froid que sont censés ressentir les héros du film, quoi. C'est-à-dire qu'à aucun moment... Alors dans le dialogue, effectivement, c'est assez redondant. Oh là là, j'ai froid. Oh là là, on va mourir de froid. Mais il n'y a rien qui nous donne cette impression de froid. Voilà, c'est très curieux. Il y a, bon, effectivement, alors, quand les personnages sont en extérieur, bon, ils ont penché à rajouter, effectivement, la fausse buée qui sort de la bouche, voilà, en CGI, un peu foiré également. Mais il n'y a aucun moment, on croit au froid qui est censé, effectivement... voilà, perturber les personnages, et pire que tout, on s'en fout total, quoi. Ce froid dans le film ne sert à rien, il n'amène rien à l'histoire, il n'amène aucun rebondissement particulier, bon, exception faite de cette histoire de lac gelé, mais je veux dire, on s'en cogne, quoi, ça n'amène rien. Le titre original d'ailleurs c'est Bajo Cero, en espagnol, sous zéro, quoi, mais voilà, ça ne sert à rien. Le film aurait pu se dérouler à Punta Cana par 40 degrés à l'ombre, ça aurait été la même. Je ne comprends pas cette insistance de faire un thriller glacé, donc se déroulant en Espagne, alors que ça n'amène rien à l'intrigue, et ça me dépasse. Voilà. Et si donc vous aimez quand même, comme moi, les thrillers aux ambiances enneigées, bien froides, et ben regardez plutôt le thriller québécois Jusqu'au déclin, également sur Netflix, avec une neige 100% bio. Voilà, ça c'est le genre de décor qui nous transporte et qui nous font croire à une histoire. Enfin, assez bizarrement, sur le plan de la violence, le film utilise plutôt des effets mécaniques. Voilà. Alors, et je pense, alors là, si le réalisateur est un minimum cinéphile, je pense qu'il a voulu rendre hommage à deux films. Irréversible, hein, et sa petite séquence d'extincteur avec Dupontel au début du film, et Robocop, avec le massacre de Murphy au début du film. Voilà, vous avez deux séquences qui sont vraiment quasiment à l'identique. Bon, hommage, je suppose, hein, sinon, gros hasard, mais j'y crois pas une seconde. Qu'est-ce qui va pas non plus dans ce film? Il se trouve que, voilà, on a le sentiment d'avoir un truc un produit bâtard, qui va pas au bout de ses idées, et qui surtout balance des pistes qui ne vont nulle part, quoi. Je pense notamment au tout début du film, il y a une scène de présentation du personnage, donc ce fameux Martin, ce policier, qui est en train de changer une roue sous la pluie. Alors voilà, sa femme s'en va parce qu'elle a un rendez-vous, sa fille reste avec lui, la fille est dans la voiture, et la fille lui demande « Papa, qu'est-ce qu'elle va devenir la vieille roue que tu vas jeter ?» Et lui dit ben, on s'en fiche, on va l'acheter, ce qui compte c'est que la voiture puisse repartir, voilà. Ah, je trouve que c'est un peu bizarroïde comme dialogue de présentation du personnage, et on se dit, voilà, en tant que cinéphage ou cinéphile, on se dit que c'est pas innocent, et que ce petit dialogue anodin va peut-être dans le film nous amener à autre chose. Pas du tout. Au final, c'est juste une histoire de pneus entre un père et sa fille. Bon, alors je sais pas, soit le confinement m'a rendu con, mais je n'ai rien compris à cette scène. Je n'ai pas compris ce qu'elle a amené, je comprends pas. Bon, cela dit, on va pas se mentir, ça se regarde. Ok? Surtout après avoir vu un truc comme Ava. Ça se regarde. Mais bon, bouffer des œufs maillots, alors que je sais qu'il existe de la pizza à la truffe, c'est pas exactement comme ça que j'envisage mon plaisir de spectateur. Et sur Netflix, effectivement, tous les derniers longs métrages que j'ai pu voir sont, on va dire, au mieux, bof. Voilà. Au summum, on va dire, pas mal. C'est quand même très insuffisant. Bref, bon, c'est pas la joie. On peut toujours pas retourner en salle, donc je vais essayer de trouver des bons films sur Netflix. Je vais essayer de vous terminer ma fameuse chronique, je vais essayer de vous faire une chronique nanar, je vais me bouger un peu. Voilà, et je vais prochainement voir rapidement sur Netflix The Dig avec Carey Mulligan et Ralph Fiennes. Il paraît que c'est pas mal du tout, donc voilà, je vous tiens au courant. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, merci de me suivre. Voilà, pour ceux qui sont déjà abonnés. Pour les autres, abonnez-vous, ça serait sympathique. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bon courage à tous, ciao!